Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Claire Vaison. Bonjour. Alors je rappelle que vous êtes directrice générale adjointe et secrétaire générale du groupe Engie. Et donc on a 20 minutes devant nous pour parler à la fois de la stratégie du groupe, des actionnaires et de l'actualité. Donc un programme assez chargé, ce qui explique qu'il n'y aura pas de session de questions-réponses, mais vous pourrez aller poser vos questions au stand Engie puisque Claire Vaison restera quelques minutes sur le stand. Donc ma première question, elle a trait à l'actualité. Bon, la COP 29 vient de s'achever ce week-end à Bakou sur un résultat plutôt mitigé, un contexte agité. Donald Trump, qui est climato-sceptique, sera le prochain président des États-Unis. Tout cela intervient alors que Engie a réaffirmé ses ambitions en matière environnementale, puisque vous avez la semaine dernière présenté la vision du groupe sur les scénarios de décarbonation de l'Europe à l'horizon 2020. Donc, au milieu de tout ça, est-ce qu'on n'a pas l'impression que l'Europe est en train de reprendre, l'Europe est en avance dans le domaine de la transition énergétique, mais que le monde est plutôt en train de ralentir? Est-ce qu'on n'est pas en train de prendre un retard considérable et irréversible? Et puis la deuxième question, c'est, vous êtes assez présent aux États-Unis, est-ce que l'élection de Donald Trump pourrait remettre en cause certains de vos projets en cours et certains de vos projets en développement? On commence peut-être par la COP. Alors d'abord, bonjour à toutes et tous. C'est un grand plaisir de voir un certain nombre d'actionnaires et sans doute d'actionnaires potentiels. Donc merci d'être tous là. Alors quelques mots effectivement sur, pas seulement sur la COP, j'ai envie effectivement, je commence par la COP puisque vous posez la question. Ça n'a pas été une grande COP. Hein. Je pense qu'on est dans une situation dans laquelle... si on est honnête, les attentes sur cette COP étaient modestes. Les résultats sont à la hauteur des attentes. Oui, voire même un peu inférieurs. Voilà, donc ça n'était pas une grande COP. D'ailleurs, le groupe n'y était pas présent. Notre sentiment était vraiment que c'était une réunion intermédiaire. Voilà, en revanche, la COP l'an prochain aura lieu au Brésil, qui est un pays d'opération important pour le groupe. Et nous sommes convaincus que cette COP de l'an prochain aura beaucoup de pain sur la planche et nous espérons qu'elle sera à la hauteur des besoins. Alors, j'en viens à la question de fond, qui est la transition énergétique. Hein, et est-ce que le monde est en train de ralentir et l'Europe se retrouverait toute seule? Je pense qu'il faut un petit peu dézoomer effectivement de la COP, qui n'est finalement qu'une réunion. Si vous regardez ce qui est en train de se passer dans le monde, vous avez alors bien sûr l'Europe qui est pionnière de la décarbonation et je vais y revenir. Hein. L'enjeu pour l'Europe aujourd'hui, c'est de réussir à être pionnière de la décarbonation, mais aussi assurer la compétitivité de son économie. Hein. Et c'est pour ça qu'on a publié le travail auquel vous avez fait référence. Mais quand on regarde les autres zones économiques, je citerai deux, trois chiffres. Hein. La Chine aujourd'hui développe autant de renouvelables chaque année que l'ensemble des autres pays du monde. Donc vous avez sans doute en tête qu'en Chine, on continue à construire, pas nous le groupe bien évidemment, hein, mais que les Chinois continuent à construire des centrales à charbon. La réalité, c'est qu'en même temps, ils développent autant de renouvelables que tous les pays du monde réunis. Et que les émissions de gaz à effet de serre de la Chine sont en train de se stabiliser. Donc ça, c'est un facteur évidemment très important compte tenu du poids de la Chine dans les émissions. Autre élément qui est un élément d'espoir et qui fera le lien avec votre question sur les États-Unis. Quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis, les investissements dans des technologies de décarbonation avec le schéma fiscal qui est en cours, hein, le fameux Inflation Reduction Act, ces investissements ont augmenté de plus de 34% lors des 2 dernières années. Donc il y a une vraie dynamique aux États-Unis et j'ajoute que c'est une dynamique qui se produit notamment dans les États républicains. Donc il faut un petit peu nuancer les choses. Certes, les États-Unis viennent d'élire un nouveau président et donc ça peut conduire à des interrogations sur la stratégie que va avoir le pays en matière de décarbonation. Mais lorsqu'on regarde les choses sur le terrain,
Un des grands endroits, par exemple, où nous investissons aujourd'hui aux États-Unis, ça a été le Texas. Au Texas, vous pouvez vous dire, le Texas, d'abord, c'est un État républicain, c'est un État pétrolier. Eh bien, au Texas, nous sommes aujourd'hui dans une situation dans laquelle plus de la moitié de la consommation d'électricité se fait à partir d'électricité renouvelable. Voilà. Donc, nuançons un petit peu les choses. Élections aux États-Unis, bien sûr, mais les besoins d'électricité restent considérables. La manière de développer de l'électricité de manière rapide, surtout aux États-Unis où tout ce qui est obtention de permis se fait rapidement, c'est le renouvelable. Donc notre conviction, c'est que le renouvelable va continuer à se développer aux États-Unis. Mais ce qui est en cours n'est sans doute pas remis en cause, mais est-ce que ça ne va pas ralentir la dynamique pour de nouveaux investissements ? Alors, on va être, nous, évidemment, très, très vigilants à ce qui se passe. Et j'ai parlé de renouvelables terrestres, hein, le photovoltaïque et les énergies éoliennes terrestres. Je mets dans une catégorie un peu différente l'éolien en mer, sur lequel le président élu a eu des propos très négatifs. Donc, en matière d'éolien en mer, on va être particulièrement vigilant. On a quelques projets en cours, bien identifiés, qui sont à un stade assez précoce, mais évidemment, on les surveille de près. Et évidemment, s'il y a des décisions à tirer, on les tirera. Et en attendant, on va être très prudent dans des nouveaux développements. Mais ça représente des montants qui ne sont pas considérables. Mais aujourd'hui, on est prudent sur l'éolien en mer, bien sûr. Alors Engie se positionne comme un acteur clé de la transition et je pense qu'une bonne façon d'évaluer ça, c'est regarder ce qu'était le groupe il y a 5 ans et ce qu'il est aujourd'hui. Et puis après, on verra ce qui sera un peu plus tard. Oui, alors on peut regarder ce qu'était le groupe il y a 5 ans, on peut aussi regarder ce qui était le groupe il y a 10 ans. Oui, mais on n'a que 20 minutes, c'est pour ça. Hein. Mais je vais être 2 fois plus courte. Non, il faut avoir en tête qu'il y a 10 ans... l'an prochain, on va fêter 2 choses. On va fêter les 10 ans de l'accord de Paris, qui est quand même un accord absolument décisif en matière de transition énergétique et écologique. Et on va fêter aussi les 10 ans de la marque. La marque Engie aura 10 ans l'an prochain. Et au-delà de la marque, le choix qui a été fait par l'entreprise il y a 10 ans, c'est un choix de durabilité, de soutenabilité. Une conviction, la transition énergétique n'est pas une option. Je pense que maintenant, presque tout le monde est convaincu. Je pense que malheureusement, quand on voit ce qui s'est passé encore récemment en Espagne, quand on voit ce qui s'était passé dans le nord de la France, on voit bien aujourd'hui, au quotidien, des catastrophes climatiques liées au changement climatique. Vous savez que le changement climatique, ce n'est pas seulement du réchauffement, c'est aussi des événements beaucoup plus chaotiques en matière climatique. On le voit tous les jours. On a eu dans les Alpes aussi des grosses inondations. On voit sur notre territoire des exemples concrets des effets du changement climatique. Donc la transition écologique, ça n'est pas une option. Le groupe a eu cette conviction il y a 10 ans. Et le groupe, depuis 10 ans, s'est engagé résolument dans une voie d'investissement dans la transition écologique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous investissons plus de 85% de nos investissements de croissance dans des investissements qui sont, pardon du jargon, alignés, c'est ce que dit la taxonomie européenne, avec la taxonomie européenne, donc en ligne avec les besoins de la transition énergétique. C'est quoi? Ce sont des énergies renouvelables, des réseaux électriques, des réseaux de chaleur, des réseaux de froid, des batteries aussi. Donc toutes ces composantes qui sont des composantes du système énergétique de demain, qui va être un système énergétique avec de l'efficacité, de la sobriété, de l'électricité décarbonée, du nucléaire et du renouvelable, et des gaz décarbonés et de la chaleur. Nous investissons précisément dans ces domaines-là. Donc quand on regarde le groupe maintenant par rapport au groupe il y a 5 ans, il y a une vraie déformation, mais qui a été progressive, de la manière dont le groupe a investi. On investit de plus en plus dans ces domaines de la transition énergétique. Et puis j'ai envie de dire, parce que vous êtes actionnaire, ça vous intéresse de manière directe, j'ai envie de dire aussi que je regardais les chiffres d'il y a 5 ans. Quand vous regardez les résultats nets par du groupe il y a 5 ans, alors ça paraît très technique, les résultats nets par du groupe. J'en vois certains d'entre vous qui connaissent et qui sourient. Les résultats nets par du groupe il y a 5 ans, ils étaient à 2,7 milliards. Aujourd'hui, cette année,
ils seront entre 5 milliards et 5 milliards 6, et nous avons indiqué aux investisseurs qu'on serait en haute fourchette. Pourquoi c'est important ? Parce qu'il y a une chose très concrète qui est basée sur les résultats nets par du groupe, et c'est pour ça que je vous en parle, ce sont les dividendes. Donc aujourd'hui, le dividende, il est dans une situation dans laquelle son assiette a été multipliée grosso modo par 2 par rapport à il y a 5 ans. Alors ça ne veut pas dire que ce sera toujours ce facteur-là. On a aujourd'hui un peu d'effets qui ont été des effets des troubles que vous avez vus sur les marchés énergétiques. Il y a eu beaucoup de volatilité dans les prix, il y a eu des prix très élevés. Mais nous sommes dans une tendance, quand on mettra à jour au printemps prochain nos projections de moyen terme, mais vous pouvez déjà regarder les projections actuelles. On est dans une tendance dans laquelle, quand vous regardez les résultats nets par du groupe qui sont projetés dans les années à venir, et ceux qui étaient les résultats il y a 5 ans, avant le Covid bien sûr, on voit la croissance du groupe. On voit que le groupe, en s'inscrivant dans la transition énergétique, s'est inscrit dans une dynamique qui est une dynamique très, très porteuse et dont on a toutes les raisons de penser qu'elle va se poursuivre. On va continuer sur cette dynamique, justement. Dans Investir, on a interrogé en juillet dernier les dirigeants des grands groupes cotés sur leur vision de leur entreprise dans 10 ans. Et Catherine MacGregor a parlé d'être un groupe plus décarboné, plus digital et plus inclusif. Donc, est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur ces 3 points, même si vous les avez abordés en partie? Et puis, il y avait des objectifs qui avaient été définis pour 2030. Alors, même si vous les reverrez peut-être l'année prochaine, est-ce que vous pouvez nous cadrer un petit peu ça? Alors oui, depuis, donc Catherine MacGregor, la directrice générale, est arrivée en janvier 2021. Depuis mai 2021, on développe un plan d'action qui est un plan d'action qui vise à faire du groupe effectivement un groupe plus focalisé, plus industriel. Aujourd'hui, on est présent dans une trentaine de pays. Il faut savoir qu'il y a quelques années, c'était 70 pays. On a vraiment eu la conviction que se concentrer sur un nombre plus limité de pays, c'était facteur de force parce qu'on restait dans les pays dans lesquels nous savions que nous pouvions être significatifs et forts. Donc ce mouvement est lancé, et vous le disiez, aujourd'hui on est dans 31 pays. Nous continuons à progresser pour effectivement avoir un groupe plus digital. C'est une évidence, premier point. Le groupe aujourd'hui est évidemment déjà très utilisateur du digital, que ce soit pour l'optimisation de nos processus de production, que ce soit pour la gestion de nos systèmes, que ce soit aussi pour tout ce qui est interface client, bien sûr. Nous pensons que nous avons encore la capacité de faire beaucoup plus, j'allais dire nous, comme l'ensemble des autres groupes, et en particulier, nous embrassons beaucoup aujourd'hui ce qui est intelligence artificielle, avec le pari que ça va permettre d'optimiser les systèmes, de mieux connaître les marchés énergétiques, de mieux prévoir les ressources en vent, en soleil, en eau, et aussi de mieux servir nos clients. C'est aussi quelque chose que nous utilisons déjà aujourd'hui en Belgique au quotidien, pour mieux répondre aux attentes des clients. Donc plus digital, c'est une évidence, c'est facteur d'efficacité, plus inclusif et plus décarboné. Alors plus décarboné, je l'ai dit, on est engagé depuis 10 ans dans une trajectoire d'investissement dans la décarbonation. Il faut savoir que le groupe a un engagement de neutralité carbone en 2045. Alors quand je dis ça, vous vous dites, ouais, 2045, c'est assez loin. Et vous avez raison de vous dire ça, mais vous y faisiez allusion, on a des cibles intermédiaires, 2030. 2030, c'est demain. Et on a une certification du groupe. Nous avons une trajectoire carbone qui est certifiée. Alors, pardon, c'est de l'anglais, mais dans ce monde-là, on jargonne pas mal en anglais. Donc, notre trajectoire est certifiée well below 2 degrees. C'est-à-dire que notre trajectoire d'émissions carbone n'est pas compatible avec 1,5 degré, mais elle est compatible avec être bien en dessous de 2 degrés. Il y a peu de groupes énergétiques qui viennent du mix dans lequel dont nous venons, qui sont certifiés aujourd'hui well below 2 degrees, et on a un objectif neutralité carbone 2045 sur l'ensemble de nos activités. Certains mettent des petites étoiles, vous savez, pour dire on exclut telle chose. Nous, on n'exclut rien. Et je vous assure qu'on est par ailleurs dans une entreprise d'ingénieurs. Et donc, quand on prend des engagements, c'est suivi de manière très, très ferme, trimestre par trimestre. Et les plans d'investissement qu'on fait, ils prennent aussi en compte, évidemment, l'impact carbone de nos investissements pour être sûr qu'on va s'inscrire dans notre trajectoire, dans celle à laquelle on s'est engagé.
Et puis, dernier point, plus inclusif, ça se traduit par un programme, évidemment, de diversité. La diversité chez Engie, c'est la mixité, je vais y revenir, mais pas seulement. C'est la diversité d'origine, c'est la diversité d'âge aussi, c'est la diversité dans l'acceptation du handicap, c'est la diversité aussi dans les choix individuels que chacun peut faire en matière d'orientation sexuelle. Donc, on embrasse l'ensemble des diversités. Et un mot sur la mixité, pour vous dire que nous avons été la première entreprise du CAC 40 à être dirigée par une femme. Nous continuons à être dirigés par une femme. C'est une grande fierté. Mais au-delà de Catherine, qui est la directrice générale, nous sommes aujourd'hui 40% de femmes au comité exécutif. Nous avons un conseil d'administration qui respecte tout à fait les critères, qui est paritaire. Et nous avons, dans le pourcentage de femmes, nous avons un pourcentage de femmes cadres qui est aujourd'hui autour de 31-32%, avec un objectif d'être à 40%. Alors 40, pas 50, parce que comme c'est un objectif à 2030, on a voulu être réaliste, mais chaque année, on augmente la part des femmes dans les cadres du groupe. Et nous le faisons, j'allais dire, non pas par dogmatisme, nous le faisons parce que nous sommes convaincus que c'est un facteur d'efficacité et que apporter de la diversité dans n'importe quelle entreprise, c'est la meilleure façon de s'assurer qu'on a des points de vue divers, qu'on reflète le mieux possible nos clients et qu'on ne pense pas tous la même chose. Voilà, donc très engagé sur le digital, l'inclusif et la décarbonation. Alors là, on a parlé du long terme, moyen et long terme, horizon 2030 et 2045. Si on regarde le court terme, le groupe a relevé à plusieurs reprises ses objectifs annuels. Ça avait déjà été le cas en 2023. Quelles sont les raisons de cette exécution du plan finalement meilleure que prévu, alors que le contexte économique n'est pas forcément extraordinaire ? Alors, d'abord, effectivement, vous avez raison, et c'est une bonne nouvelle pour le groupe, c'est une bonne nouvelle pour notre capacité à investir, c'est une bonne nouvelle pour les actionnaires. Nous avons relevé des objectifs de guidance, ce qui veut dire que ces dernières années, nous avons été un certain nombre de fois dans une situation dans laquelle nous avons été prudents dans la manière dont nous avons communiqué nos objectifs, ce qui nous a amené ensuite en cours d'exécution à relever nos prévisions d'exécution. C'est ce qu'on a fait cette année, vous avez raison, et vous avez vu, je le disais tout à l'heure, que lors de la dernière communication financière, à l'occasion des résultats trimestriels, nous avons dit que nous serions dans le haut de la fourchette de guidance, qui est entre 5 milliards et 5,6 milliards de résultats nets récurrents par du groupe. Alors pourquoi moi je le mets sur le compte de deux choses. D'abord, on a une exécution qui est une exécution rigoureuse. Nous sommes très convaincus que pour continuer à créer de la valeur de manière durable et pour être reconnu et apprécié par les investisseurs, par les actionnaires, il faut délivrer. Et donc on préfère surprendre à la hausse que surprendre à la baisse, ça c'est une évidence. Mais nous sommes attachés à une exécution rigoureuse du plan pour réussir à tenir les résultats. Et puis, donc ça c'est un premier facteur. Et puis nous avons bénéficié aussi, vous y faisiez allusion, même si on arrive un peu dans la fin de ce phénomène, nous avons bénéficié d'une période qui était une période de post-crise énergétique. Vous vous souvenez quand même qu'au-delà des résultats financiers du groupe, la contribution du groupe a été de plusieurs ordres, et en particulier au début de la guerre en Ukraine, nous étions dans une situation, comme vous vous en souvenez, dans laquelle on se posait des questions collectivement sur la sécurité d'approvisionnement dans un pays comme la France. Ça peut paraître fou et ça paraît maintenant un peu lointain, mais ça ne date que d'il y a quelques années. On était dans une situation dans laquelle on se demandait si, oui ou non, la France, l'Europe, allait avoir suffisamment d'électricité, suffisamment de gaz. Donc le groupe a joué pleinement son rôle à ce moment-là. On était, nous, déjà dans une situation dans laquelle on était en train de diversifier nos sources d'approvisionnement en gaz. Ça nous a permis d'autant mieux de faire face à cet arrêt des livraisons par pipeline du gaz russe. Donc on a joué ce rôle de sécurité d'approvisionnement. Et puis on a su très correctement gérer la crise dans une situation qui était une situation inédite. Vous l'avez vécu, vous, comme consommateur.
Je pense que vous avez tous vu les prix de vos factures d'énergie augmenter. Et évidemment, ça a été un sujet pour nous, parce que ça a posé des difficultés qu'on a traitées, mais chez les particuliers, chez les petits commerçants, chez les industriels. Donc on a été évidemment très, très sollicités et très en dialogue avec nos consommateurs là-dessus. Mais on a aussi su la gérer d'un point de vue des résultats, être solide et quelque part bénéficier de cette conjoncture un peu porteuse de prix de l'énergie, de beaucoup de volatilité pour réussir à augmenter les résultats du groupe. L'heure avance, je vais vous poser une dernière question en conclusion. Est-ce que vous pourriez nous donner 3 raisons d'investir dans l'action Engie? Alors j'ai envie d'en donner 4. Non, j'ai envie. Vous avez 9 secondes. 9 secondes. Alors on a un objectif clair qui est d'être la meilleure. Alors, pardon, en fait, c'est un objectif en anglais, ça marche en anglais, ça fait 4. Best Energy Transition Utility. La meilleure entreprise, utilité, le secteur dans lequel nous sommes, de la transition énergétique. Pour dire les choses autrement, quand vous investissez dans Engie, vous investissez non seulement dans une entreprise qui a montré son track record en matière d'exécution, et on le parlait, avec des résultats qui ont été toujours à la hauteur des attentes ces dernières années, et un rendement pour l'actionnaire qui a été un rendement qui nous place parmi les tout meilleurs du CAC 40. Mais vous investissez en plus dans une entreprise qui a des valeurs, qui est une entreprise qui développe des projets qui sont les projets de la transition énergétique, transition qui est indispensable et qui se fait non pas dans des grands objectifs, mais dans chacun des territoires dans lesquels nous sommes présents. Donc, du rendement et du sens. Merci beaucoup, Claire Vaizan. Et je rappelle donc que si vous avez des questions à lui poser, elle nous fait l'amabilité de rester quelques minutes sur le stand de Engie. Oui, n'hésitez pas à me rejoindre sur le stand, je serai très heureuse de répondre à vos questions. Merci à vous tous.